She ain't dead! She'll be fine! Wait! Wait! She ain't dead! Wait! I didn't touch the boy! Who wants some? Opération friteur. J'explose le micro. Ah ouais, là, c'est la puissance de la voix toulousaine. Ah non, mais il a pété quoi. J'ai pété le truc. J'ai pété le micro. Make my day. C'est bon? Vous êtes prêts à crier? Te mets pas trop à l'aise, hein, parce qu'il va falloir que tu cries, mec. Hein. Bonjour et bienvenue dans cette OP Frisson spéciale. Je propose de lancer de toute urgence une pétition contre l'indigestion de Twist. I'll need you to sign this. Here. Il y a eu un temps où le twist à la mode, ça restait le twist final, c'est genre je te raconte tout un univers et puis je te fuck à la fin. Maintenant on te fuck au bout de 10 minutes. Il faut pas laisser le spectateur s'emmerder plus de 18 secondes, c'est pas possible quoi. Il faut que tu chamboules tout ce que t'as mis au bout de 18 secondes. Donc maintenant, même dans le petit film, qui est censé être un tant soit peu audacieux et original, on te considère à partir du moment où tu fais 250 twists à la seconde, parce que mec, là, au moins c'est original. Ah ouais, alors ça c'est original, ça va être battre le record de twists improbables. Tiens, je te raconte un truc, tu fais ouais, j'y crois. Ah mais non, en fait c'est pas ça. Ah bon, alors c'est... Ah ben non, en fait c'est pas ça. Ah ben... Et t'as fini le film, tu dis en fait c'était... Tout ce que j'ai vu, c'était pas ça en fait. Donc c'était pas ça. Donc vous me faites croire à un truc qui est pas ça. Tout ça pour qu'à la fin je me dise je me suis bien fait fucker la gueule. Donc grosso modo, c'est ça les films. Je m'insurge, j'accuse. Am I making myself clear? Good. On s'en fout mais je le fais. You don't stand a chance on your own! Eh ouais, en cette fin d'année où je savais d'avance que les sorties DVD allaient se limiter à des coffrets pourraves édités pour la 30e fois et les sorties ciné à 1 Hobbit pour 10 crétineries mièvres, je me faisais une joie d'aller chercher quelques petits films de genre inattendus et salvateurs. Ça va, ça crache pas trop toi au son? Non, j'ai crié, j'ai pas regardé. Ah super. Ouais bah... Qu'est-ce qu'on vient de dire? Le mec il a une caméra et il dit non mais j'ai pas regardé, j'ai écouté. En fait c'est ça que les gens ils font maintenant au cinéma. Ils y vont, ils discutent. Ouais, alors attends, hein, qu'est-ce qu'il... Hein, y a pas de twist. Des petites sorties ciné, des inédits couillus, bref, des films moins marketés pour contrebalancer la médiocrité des blockbusters mercantiles que nous avions pointé du doigt le mois dernier. On débile, l'inculture, rétinerie, foutraque pas, pousasse et pachydermique. Et là, j'ai envie de dire patatras. J'adore cette expression. Patatras. Je sais pas d'où ça vient d'ailleurs, mais c'est génial. Donc j'ai eu affaire à des purges, loin de là, mais le syndrome du concept à tout prix, qui sacrifie la logique de sa narration sur l'autel d'une manipulation foireuse du spectateur, conditionne visiblement les petits films de la même manière. Don't you have any mirrors on this damn Pinto? Do you know how to use them? Who's gonna pay for it? We could split it. Oh, des films de niche qui devraient s'amuser ou expérimenter, mais qui sombrent à leur tour à un effet de mode destructeur où la surenchère de twist est devenue l'alpha et l'oméga de l'écriture scénaristique. 누구세요? 네가 이광민 죽였다는 거 아는 사람. Non, on n'est pas dans la merde. On n'est pas dans la merde, mais Bah on n'est pas dans la merde, mais on va voir que des films de merde pendant quand les j'avais 20 prochaines validé, années. j'avais regardé la dernière émission qu'on avait tournée pour valider le montage et tout, et que je parlais des films des années 80, ça faisait un peu genre vieux nostalgique et tout ce que tu veux, mais il y a un éclatement total de l'idée de narration. C'est-à-dire que ce soit en scénario ou que ce soit en mise en scène, la cohérence du tout, plus rien à foutre. C'est pas grave mec, on va mettre un gag et on va foutre un twist et ça passe. Donc en fait on voit plus des films. On peut y voir des expérimentations visuelles, de la publicité, du clip de 1h30, mais c'est que ça. C'est devenu que ça.
C'est terrifiant. Évidemment, j'ai sélectionné un film qui est l'antithèse de cette tendance et qui peut se targuer de développer avec constance une narration sans twist qui, c'est absolument incroyable, produit davantage d'immersion et d'émotion. Mais fallait s'y attendre, c'est évidemment celui qui est passé inaperçu en se faisant taxer d'académisme convenu. Donc en gros, pour être moderne aujourd'hui, tant dans le blockbuster que dans le petit polar vénère, faut s'assurer de renverser la tête du spectateur toutes les 10 minutes, façon cliffhanger de série télé, même si ça ruine totalement la cohérence de l'ensemble. Just trying to make a good living, you know? That's all. I'm a businessman. L'effet usual suspect à la puissance 1000 donc. Voilà. Ça suffit en fait, c'est ça, j'ai résumé hein. L'effet usual suspect à la puissance 1000 donc, qui lentement mais sûrement fait passer des histoires simples qui prennent leur temps, valorisent leur thème, crédibilisent leur univers pour des parangons de ringardise. Contrairement à nos habitudes, nous allons donc commencer par un film qui correspond parfaitement à ce que je viens de dire et qui devient l'incarnation absolue du concept sympathique qui part totalement en vrille. Je pense qu'il y a une flip maintenant de tout simplement raconter une histoire simple. On se dit ça suffit plus. Tu vois, les gens ils veulent qu'on leur retourne le cerveau en permanence. C'est le hype quoi, c'est un truc de hype. On attaque On attaque avec de la bouse. On attaque cette émission avec la sortie en salle d'un petit polar redneck qui s'amuse de l'histoire et de la ruralité ricaine à travers une intrigue ultra codée mais par instant décalée. Can I help you? Je parle bien sûr de Golden July, quatrième film d'un Jim Nickel, abonné jusque-là aux films d'horreur et prototype du thriller texan qui recherche le mariage tarantinesque entre noirceur, iconoclasme et référence assumée. Dans l'absolu, pourquoi pas? Sauf que là, l'objectif se concrétise au mépris de toute cohérence et de tout propos pour devenir l'incarnation de tout ce qui ne va pas dans le genre aujourd'hui. Hey! You want some of this? Huh? Et pourtant, ça partait sous de bons auspices, en tout cas les 20 premières minutes, pour peindre son postulat de base dans lequel notre ami Dexter, version texan lambda, bute sans le vouloir un cambrioleur entré chez lui par effraction. Le réal utilise tous les artifices du cinéma d'horreur et crée un contraste inattendu et jouissif entre sa mise en scène tout en crescendo angoissant et son contexte old school et bouseux. Une scène d'intro vue et revue à travers laquelle il digère parfaitement ses influences pour mieux en offrir une variation inattendue. So what happens now? We buried the son of a bitch. He got any family? My daddy in Huntsville prison. D'entrée, un point de vue de réal se pose là, suivi par un second postulat, lui aussi archivu, mais traité avec une distance ironique plutôt fun. Notre gentil héros, lavé de toute culpabilité, réalise que sa victime involontaire est le fils d'un mec dangereux, Sam Shepard, ce qui est encore plus cool, qui sort de tôle et qui va vouloir se venger. Oh, that was a nice picture of your family in the paper. Your boy, he looks a whole lot like you, doesn't he? Là encore, le contraste entre un récit codé, une mise en scène qui assume ses codes visuels sans chercher à s'en moquer, et un contexte traité avec autant d'ironie que son score purement carpentérien, crée une étonnante alchimie, sinon brillante, en tout cas décomplexée et captivante. Je m'en fous qu'on dynamique les codes, tant que l'exécution est intéressante et un peu inattendue, et là pour le coup, en même temps tu adhères au personnage qui est en train de flipper de ce qui s'est passé, de ce qui est en train de venir, et c'est en même temps un chouïa ironique, mais pas suffisamment pour que tu en sortes émotionnellement en te disant ça va être une pantalonnade. Franchement, si le film en était resté à développer ce postulat dans une direction peut-être attendue mais logique, en gros la façon dont notre frêle héros va devoir se transformer pour survivre aux prédateurs qui le menacent, cela aurait suffi à faire un bon petit survival élevé au burger qui se serait distingué par sa réalisation un chouïa iconoclaste. Mais bien évidemment, tout ça, le réalisateur et les prods s'en battent les coronesses. Non mais attends, tout ça là, non mais... Attends, mais je te mets des twists là. Je te twiste la gueule. C'est trop ringard et prévisible, Coco. Faut surprendre le spectateur, faut le mettre sur le cul là, faut qu'il bite que dalle à ce qui est en train de se passer, même si c'est du grand n'importe quoi. Premier twist. So that's not the guy I shot. Is that some kind of mistake or what? Le mec que j'ai tué dans la maison, en fait, c'est pas ton fils, Sam Shepard. Tu fais...
Ok. Donc ça me fait partir. Mais où est mon fils? Alors je vais aller chercher mon copain Don Johnson. Et alors Don Johnson il arrive. Il découvre que, attention, ton fils, non seulement il est vilain, mais en plus il est protégé par le FBI pour un procès contre la mafia. Mais même s'il est protégé par le FBI, il tourne des snuff movies où il bute des nanas. What the fuck? Derrière, t'as Dexter qui est là qui dit « Bon, tout ça ne me concerne pas, mais je vous suis !» Parce que j'ai quand même envie de savoir c'est qui le mec que j'ai tué. Tout est forcé au mépris de toute cohérence. C'est-à-dire qu'au bout de 25 minutes, le personnage de Dexter n'a aucune espèce de raison d'aller s'embarquer dans l'histoire des deux autres. Et il les suit comme un blaireau. C'est genre, attends, merde, on a embauché Dexter. Faut le tenir jusqu'à la fin du film, quoi. I want to know why. Tu dis, ouais, mais enfin, tu twists du vent, mec. Tu twists du vent, tu racontes rien, quoi. L'idée, c'est de dire comment ce type de lambda va être embringué dans une histoire plus large que lui et donc, grosso modo, devenir violent. C'est-à-dire qu'à la fin, t'as quand même Dexter qui se met à shooter au ralenti dans des scènes badass et tu dis, mais rien n'est amené, il a rien à faire là. La raison pour laquelle il est là, on ne te la donne jamais. Et t'es là, tu dis, à quoi ça sert? Et voilà comment un bon point de départ devient du porte-nawak sans queue ni tête, sans tentative de justification, au mépris de toute logique, sinon celle du twist roi. Et quand je dis porte-nawak, je suis gentil, à part dans Godzilla ou Transformers récemment, rarement je n'ai vu scénar aussi bordélique, aussi inconsistant, incapable de dégager la moindre ligne directrice. Son approche décomplexée, qui faisait sa force à l'aune de son postulat codé, finit par se révéler pour ce qu'elle est réellement, de la crétinerie crasse, sous couvert de clins d'œil faussement complices, qui prend ses spectateurs pour des cons et qui pense qu'il suffit de 10 twists improbables à la seconde et de 2 gueules cassées pour être cool. Et ces mecs-là, ben voilà, ces mecs-là, ils font des trucs, quoi. Ils vont à Cannes, ces mecs-là, ils vont à... Ce qui te dit, le niveau de sélection... Mais bon, bref. C'est peut-être loin d'être aussi pourri visuellement qu'en Rodriguez, mais en termes de je m'en foutisme et de renoncement à toute consistance créative, ça ne vole pas plus haut. Ardé, j'irais pas, c'est une bouse, mais c'est... Si, c'est une bouse. C'est une bouse parce que ça n'a pas de cohérence. Non, mais tu vois... Ça doit être ludique. Sauf que ça ne le devient plus. Là, le problème, c'est qu'il réussit à être ludique au début en faisant cet exercice de style que t'as déjà vu, mais qui l'amène dans des directions sympas. Ce que fait le Carnan avec Stretch, mais Carnan, il lâche jamais, quoi. C'est fun sur fun sur fun jusqu'à la fin. Tu ne vois pas le temps passer. Et Ardé, ben moi j'ai 40 minutes de film où je m'emmerde. On continue avec une autre sortie sale qui a priori n'a strictement rien à voir avec Cold in July puisqu'il s'agit de Hard Day, c'est très dur à dire, polar coréen de Kim Sung-hoon qui a fait son petit effet en festival, comme tous les polars coréens j'ai envie de dire, puisqu'il nous renvoie gentiment à la gueule le miroir déformant de notre manque flagrant d'audace. Sauf que Hard Day, on va dire cette dure journée, c'est plus facile. 장난해요 지금? En plus, ils le sortent comme ça. T'imagines les gens qui vont encore au cinéma en France, déjà qui vont pas voir les films coréens, alors en plus, ils doivent aller voir Hard Day. Quoi? Sauf que Hard Day a exactement le même postulat et exactement les mêmes travers que la pantalonnade texane suscitée. Comme quoi, nos élites ont l'art de vanter l'approche artistique, pour ne pas dire exotique, de cinématographie étrangère, même quand ce n'est pas le haut du panier, pour mieux justifier de leur manque total de coronesse. 에이씨. 이 새끼한테 물어봐야 돼, 이 경호 없는 새끼가. Troisième film d'un coréen inconnu, cette dure journée se présente en réalité moins comme un polar que comme un pur exercice de burlesque outrancier, à partir d'un concept lui aussi surexploité. Le pauvre gars sous pression qui en 24 heures va enchaîner les galères jusqu'à voir sa vie et ses croyances bouleversées. Ici, en l'occurrence, un flic en plein divorce qui se dirige vers l'enterrement de sa mère, qui apprend qu'il est visé par l'IGS et qui au même moment renverse un type en bagnole. La poisse caricaturée comme postulat, l'inattendu qui devient donc attendu comme élément clé du concept. 누구세요? 네가 이광민 죽였다는 거 아는 사람.
On a déjà vu ça 1000 fois, d'After Hours à Stretch, mais rarement en s'amusant à outrance des codes du polar coréen, ce qui constitue la force première du film. Le réalisateur prend chaque élément propre au genre et le détourne parfois avec intelligence, parfois avec de gros sabots, mais toujours avec cette envie de mêler vrai polar et burlesque pour créer une distance ironique. Une distance qui serait vaine si elle ne forçait à réaliser progressivement notre adhésion rieuse à une amoralité permanente et radicale qui s'achève en apothéose lors d'un plan final de sale gosse. Ce que j'aime chez ces mecs-là, moi, c'est juste, t'as pas de limite. C'est-à-dire que culturellement, tu peux avoir 350 mecs qui crèvent, t'auras pas un connard d'exécutif qui va te dire c'est un peu violent quand même là, on va pas faire, tu vois. Non, les mecs, ils y vont. Ils sont radicaux. Et c'est ça que j'aime bien. Sympathie pour The Devil, tout ce que tous ces films-là qui ont des travers, des fois, qui sont ou trop maniéristes, ou trop radicaux dans certains trucs, il y a des envies, il y a des audaces, il y a des trucs qu'on voit pas souvent. Ce décalage, avec cette petite provoque sous-jacente, n'a jamais le niveau d'un Bong Joon-ho, c'est clair, mais la tonalité aurait pu rester sympathique si la distanciation voulue par son concept ne devenait pas un océan de manipulation inconsistante. On parle de polars coréens comme s'ils étaient uniformes, comme si dès que c'est un polar coréen c'est forcément intéressant, mais je suis désolé, ben voilà, t'as des Bong Joon-ho, t'as des Park Chan-wook et puis t'as les autres. Et ils ont pas le niveau, et puis c'est tout. Pour être clair, si on accepte la distanciation ludique propre au projet et l'enchaînement de surprises qui lui est inhérente, on ne peut pas accepter le twist qui est un retournement de situation comme élément de surprise. On attend des galères, c'est-à-dire des surprises faussement surprenantes, on accepte l'outrance de leur enchaînement, on rit d'avance de leur improbabilité, on devine le chaos situationnel qui doit en découler et qui, logiquement, devrait amener le personnage victime à mettre en perspective sa situation initiale. Sauf qu'ici, après 20 premières minutes pour le coup réussi, en particulier le burlesque de la scène de la morgue, la galère supplémentaire qui devrait arriver n'est plus une galère, mais un twist, c'est-à-dire déjà un retournement de la situation initiale. En l'occurrence, le mec renversé par la voiture était déjà mort. En déréalisant dès la fin du premier acte sa situation initiale comme la logique de son projet, EHD en réalité s'autofuck. Il est désormais obligé de structurer son récit avec des explications rétrospectives et d'enchaîner d'autres twists débiles en lieu et place de galères supplémentaires pour justifier de son concept initial. En résulte, comme dans Cold in July, une aliénation d'un bon postulat de départ qui vrille à des résolutions improbables qui ne peuvent être ni burlesques ni iconoclastes et qui, pour le coup, enferment le film dans les conventions d'un polar à twist chiant et basique. En gros, tout ce que la profession de foi du début du film voulait éviter. Mais du coup, t'es plus impliqué parce que la profession de foi elle est pas tenue, le concept il est pas tenu. Tout ce que j'ai vu, je peux pas y croire, donc tu vas me ressortir un truc et tu vas faire ton enquête de merde et j'en ai rien à cirer. Et au final, quand les enjeux ont été grosso modo explicités, bon ben là il se permet le truc qu'il y a que dans des films coréens, genre les deux mecs ils se battent pendant 25 minutes dans un appart à se taper la tête contre la baignoire, à se jeter les trucs dont tu te marres, t'es là tu fais bon bah il y a que les Coréens pour faire ce truc de débile. Bah, moi je préfère 1000 fois dans ce cas-là un Bong Joon-ho parce que ce soit Memories of Murder ou les autres, ah bah t'as ce ton ironique, ce décalage, mais sur la base d'un mec qui connaît ses codes, qui sait structurer une histoire, qui sait créer des personnages, qui a un point A et un point B, il sait où il va, il sait ce qu'il va modifier dans l'arc de ses personnages, dans son récit, et il sait que tout ça il le fait pas pour rien, il le fait parce qu'il t'amène quelque chose, il t'amène une réflexion, il joue avec tes attentes mais de manière intelligente parce qu'il connaît ses codes. Lui, c'est la preuve que le twist, au détriment d'une consistance du concept et de son exécution, est devenu une arme de destruction massive. 겁나 세네. Can't do a goddamn thing. Come still. Hang on. Bisa mieux. Oui, bisa mieux. Pour finir, je ne pouvais pas conclure cette émission sur une énième connerie à twist qui se protège bien sûr derrière l'idée de mensonge inhérente au cinéma sans comprendre que c'est l'artifice mensonger à des fins de cohérence qui en constitue sa vraie nature. Bref, il serait temps de ne pas passer à côté des choses simples, comme dirait l'autre, pour bien montrer qu'une œuvre qui comprend et assume ses codes n'a pas besoin de twist pour surprendre son spectateur, bien au contraire.
La preuve avec l'injustement inconsidéré The Salvation de Christian Levrig, magnifique western réalisé par des Danois, mais tourné en Afrique du Sud avec des Frenchies improbables dedans. Comme quoi, ça sent déjà bon. Did you ever fight? No. I did. Who was the enemy? Germans. Germans. Bravo. Eric Cantona dans The Salvation. Il doit avoir 2 phrases dans tout le film. Et c'est le bras droit du méchant, donc il est là pour faire le gros dur à cuire. Alors oui, The Salvation raconte une histoire simple, et c'est la nature même du western que d'offrir un contexte mythique à des contes universels. Mais cela suffit désormais à balayer du revers de la main un film qui, de façon presque surréaliste, incarne à la fois la conscience absolue de ce qu'est la puissance évocatrice du cinéma, comme art sensible de la composition et du découpage, et son vestige, à l'heure où celui-ci se soumet chaque jour davantage à de l'instantanéité publicitaire. I don't want to die. I've never been a burden. I'm innocent. I'm innocent, please don't. Alors oui, The Salvation raconte une histoire simple, mais il rappelle à chaque image ce qu'est le cinéma et pourquoi il est ce vecteur d'émotion, d'immersion et de mise en perspective de nous-mêmes que l'on a appelé, il fut un temps, le 7e art. Mais cela ne suffit plus face au regard blasé adepte de raccourcis qui ne jauge plus un film, pour ne pas dire un produit, qu'à l'aune du coup de coude ironique, du référentiel potache, de la distanciation flatteuse pour l'ego condescendant et surtout de l'omnipotent twist visiblement devenu seul garant de l'originalité d'une œuvre. Alors évidemment, les gens, ils en restent à l'histoire. Bah oui, bien sûr qu'on a déjà vu 250 milliards de fois une histoire de vengeance dans l'Ouest. Mais là, te dire, c'est pas original, c'est convenu, c'est académique. C'est-à-dire, les gens te disent, grosso modo, c'est sympa, mais bon, on a déjà vu ça 20 fois. Bah putain, moi, dès le début du film, j'ai jamais vu ça. On en oublierait presque que le cliché tant vilipendé ou que le classicisme qui suscite la moue du hipster qui se croit avant-gardiste ne sont pas qualifiés ainsi par la seule voix du Saint-Esprit. Un cliché, c'est d'abord et avant tout un code qui a fait ses preuves avant d'être victime de sa popularité. Prétendre à l'originalité, ce n'est pas dénaturer un code pour remettre en cause le sens qu'il a produit, ce qui est le cas du twist, au regard d'une narration établie qu'il bouleverse avec malhonnêteté, mais c'est au contraire le comprendre, le maîtriser et le détourner pour extrapoler avec intelligence sur son sens premier. L'énorme puissance de The Salvation, c'est sa mise en scène. Et on n'est plus habitué, c'est balayé du revers de la main parce qu'on ne sait plus regarder. Quand je te dis c'est le royaume du twist, c'est que tu peux aller filmer de la merde n'importe comment. À partir du moment où tu vas avoir 3 conneries qui vont surprendre le spectateur, ça va lui suffire. Et là, t'as typiquement un mec qui te dit, maintenant moi je veux faire du cinéma. Je fais pas de la littérature, je fais du cinéma. C'est là où on parle de comprendre les codes pour leur donner encore plus de puissance. On l'a déjà vu 20 fois, le plan de l'intérieur qui va vers le désert extérieur, je crois que c'est Ford d'ailleurs. La façon dont il le construit, le moment où il le place, la logique de son découpage pour l'emmener, tu vois la référence, tu vois le code, mais la fin du plan lui donne une autre résonance. C'est là où il a ce côté un peu postmoderne à la Cohen, c'est qu'il n'est pas en train de te dire juste je vais te filmer ce paysage mythologique et en prenant... Non, il est qu'est-ce que c'est un western ? C'est ce que fait The Salvation, qui non seulement maîtrise ses codes et ses références à la perfection, mais surtout les interpelle à travers une hallucinante mise en scène bâtisseuse de mythes pour toucher à la vérité du cinéma qu'il autopsie. Oui, The Salvation n'est pas un western classique, ni réaliste, ni social, ni postmoderne, ni crépusculaire, ce qui fondamentalement n'a jamais voulu rien dire. Non mais c'est vrai, parce que je crois que je ne peux plus entendre le mot western crépusculaire, j'ai envie de tuer quelqu'un quand j'entends. Un western est par essence hyper réel, comme dirait Baudrillard, mystique et mythique à la fois, le seul par sa géographie originelle à être contenant cinématographique des plus vieilles histoires du monde. Ce qui est en train de pourrir notre monde, c'est le manque d'imaginaire, l'incapacité à se raccorder à les mythes, la destruction de mythes qu'on a réussi, ou d'icônes qu'on a réussi à bâtir, qui sont fédératrices, qui te questionnent, qui te grandissent, qui font te rendre compte que finalement, dans ce monde dans lequel on évolue, il y a des choses plus grandes que nous. Et qu'il est bien de s'y raccorder parce qu'elles donnent un sens. Et qu'aujourd'hui, finalement, je trouve ça nulle part. The Salvation le comprend absolument, le respecte et le traduit avec une poésie et en même temps une lucidité rare. Certes comme un exercice de style, mais un exercice de style minutieux qui quête la quintessence de ce qu'est une mythologie. Moi, j'ai jamais vu un bad guy, quand tu découvres son château, son repère, le mec c'est génial, il est dans une ville où il y a un bâtiment dans lequel il habite, tous les autres ont été brûlés. T'es complètement dans un imaginaire de fantasy placé dans un western, mais ça marche.
T'as l'impression que c'est un film de viking qui se passe dans un western. Et alors, le pire, c'est que le mec, il s'en cache même pas. C'est qu'il te dit, bah moi je suis danois, hein, donc vous savez, les histoires qu'il y a dans les westerns et les histoires qu'il y a dans les contes fantastiques ou nordiques, c'est les mêmes. Et du coup, il se reconnaît. Et c'est génial, t'as un truc très, finalement, combélien, hein, c'est-à-dire que dans deux géographies différentes, on comprend cette même importance de la mythologie. Rien que pour cette volonté trop rare, hélas à contre-courant aujourd'hui, est traduite de bout en bout par une mise en scène épique et virtuose, The Salvation mérite d'être considéré, soutenu et défendu bec et ongle. Opération, c'est terminé. La spéciale, arrêtez avec les twists parce que ça commence à être franchement chiant. C'est terminé, je peux pas dire Give me the DVDs parce qu'on en a pas. Donc The Salvation, ça mérite d'être redécouvert en DVD ou en Blu-ray, c'est un putain de western. Surtout quand à côté, sortent au cinéma, sans aucun problème, Cold in July et Hard Day qui font n'importe quoi. Donc voilà, sur ce, je vous dis au mois prochain, ce sera sans doute janvier, le mois où il ne se passe rien en général. Donc j'espère qu'on va trouver un petit inédit sympa parce que sinon ça va être la misère. Allez, à la prochaine fois.